Bonjour à tous. Nous nous retrouvons de nouveau en compagnie de Victor Hugo et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question de la volonté qu'aurait Victor Hugo d'éveiller le peuple. Le cours se passera en 3 temps. Tout d'abord, on se pose la question à partir des œuvres que nous avons travaillées, principalement de Ruy Blas. Est-ce que Victor Hugo montre une volonté d'éveiller le peuple? Dans un deuxième temps, on se pose la question avec deux grands hommes qui ont commenté Victor Hugo de savoir si cette façon de vouloir éveiller le peuple en passant par le drame romantique peut être ou non efficace. Et dans un troisième temps, évidemment, je vous soumets une dissertation dont la correction donnera lieu à une deuxième vidéo. Donc tout d'abord, est-ce que Victor Hugo témoigne d'une volonté d'éveiller le peuple? Alors, on va d'abord s'intéresser à ce que dit Victor Hugo lui-même de cette question. Et il y a deux endroits où il répond à notre question. Le premier endroit, c'est la préface de Ruy Blas. Dans cette préface, Victor Hugo écrit « On voit remuer dans l'ombre quelque chose de grand, de sombre et d'inconnu. C'est le peuple. Le peuple qui a l'avenir et qui n'a pas le présent. Le peuple orphelin, pauvre, intelligent et fort, placé très bas et aspirant très haut. » Plus loin dans la préface, il continue « Le sujet philosophique de Ruy Blas, c'est le peuple aspirant aux régions élevées. » Ce que l'on peut constater, c'est que le peuple donne lieu ici à une peinture qui est à la fois pathétique, il est orphelin, il est pauvre, il n'a pas, et élogieuse, puisqu'il est intelligent et fort. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'ici, Victor Hugo fait un pari sur l'avenir, puisqu'il considère que le peuple a l'avenir, ce qui sous-entend que pour Victor Hugo, un changement social va avoir lieu qui placera le peuple au pouvoir. Le deuxième passage que je vous annonçais, qui est encore plus parlant, puisque le dessin est ici annoncé de façon tout à fait explicite, c'est dans une lettre que nous le trouvons, une lettre que Victor Hugo envoie à son éditeur. À l'occasion de la parution des Châtiments, voilà ce qu'il écrit. « Ce livre-ci sera violent. Ma poésie est honnête, mais pas modérée. J'ajoute que ce n'est pas avec des petits coups qu'on agit sur les masses. J'effaroucherai le bourgeois, peut-être. Qu'est-ce que cela me fait si je réveille le peuple ?» Donc ici, on voit bien que l'intention est clairement affichée. Il veut réveiller le peuple. Victor Hugo se projette dans l'avenir. Ce sera un avenir qui appartiendra au peuple et il veut jouer un rôle dans la révolution qui va, pense-t-il, avoir lieu. Cet engagement, on le retrouve dans la pièce qui nous intéresse, dans Ruy Blas, et on le retrouve en particulier dans une tirade très célèbre, celle de la scène 2 de l'acte 3, une tirade qui commence par « Bon appétit, messieurs ». Je vous mets le texte sous les yeux pour mémoire, et plutôt que de le lire maladroitement, je vais laisser la parole à Jean Piat, qui incarne Ruy Blas dans une pièce jouée à la Comédie Française et qui est enregistrée pour le compte de la BNF. Oh, le vieux diable! Il prend les profils les plus clairs. Excepté l'Inde, il a les îles des deux mers. Quelle envergure! Il tient Majorque d'une griffe, et de l'autre, il s'accroche au pic de Ténérife. Moi, je n'ai rien! Il a les nègres! Je devrais me plaindre bien plus tôt. Il me faut les forêts. Donnez-moi l'arsenic, je vous cède les nègres! Bon appétit, messieurs! Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillez la maison. Donc vous n'avez pas honte, et vous choisissez l'heure. L'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fossoyeurs qui venez le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur. L'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va.
Nous avons depuis Philippe IV perdu le Portugal, le Brésil sans combattre, en Alsace Brisac, Steinfort en Luxembourg et toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Ormuz, Goa, 5000 lieues de côte et Pernambouc et les montagnes bleues. Mais voyez, du Ponant jusqu'à l'Orient, l'Europe qui vouait vous regarde en riant. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme, la Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe. Il faut ne risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays amis. La Savoie et son duc sont pleins de précipices. La France, pour vous prendre, attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette. Et l'infant bavarois se meurt. Vous le savez. Quant à vos vice-rois, Médina, fou d'amour, emplit Naples d'Esclandre. Vos démons vont Milan, les Gagnès perdent les Flandres. Quel remède à cela? L'État est indigent, l'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons sur la mer où Dieu met ses colères perdu 300 vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez? Messieurs, en 20 ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte et c'est ainsi, portant sa charge énorme et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie, le peuple misérable et qu'on pressure encore a sué 430 millions d'or. Et ce n'est pas assez. Et vous voulez, mes maîtres? Ah, j'ai honte pour vous. Au-dedans routiers, reîtres vont battant le pays et brûlant la moisson. L'escopette est braquée au coin de tout buisson. Comme si c'était peu de la guerre des princes, guerre entre les couvents, guerre entre les provinces, tous voulant dévorer leurs voisins éperdus, morsure d'affamés sur un vaisseau perdu. Notre église en ruine est pleine de couleuvres, l'herbe y croît. Quant aux grands, des aïeux, mais pas d'œuvre. Tout se fait par l'intrigue et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. Tout seigneur a ses gages à son couple jarret qui parle son langage. Génois, sardes, flamands, Babel est dans Madrid. L'alguazil dure aux pauvres, aux riches s'attendrit. La nuit, on assassine et chacun crie à l'aide. Hier, on m'a volé, moi, près du pont de Tolède. La moitié de Madrid pille l'autre moitié. Tous les juges pendus, pas un soldat payé. Anciens vainqueurs du monde, espagnols que nous sommes, quelle armée avons-nous? À peine 6000 hommes qui vont pieds nus, des gueux, des juifs, des montagnards s'habillant d'une loque et s'armant de poignards. Aussi d'un régiment, toute bande se doute. Le découpage n'est pas tout à fait exact par rapport à la scène que j'ai... passage de la scène que j'ai identifié, vous me le pardonnerez, mais compte tenu de la beauté du jeu de ce comédien, il me semblait important de me taire et de lui laisser la parole. Par contre, pour l'analyse de la scène, je reprends la main. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a évidemment une mise en valeur du peuple qui s'oppose à la médiocrité et à la corruption, sous-entendu, de ceux qui ne sont pas le peuple, ceux qui ont déjà le pouvoir. Vous avez, de façon un peu rapide, une évocation de la décadence de ce peuple, de cette noblesse, avec le motif notamment de la mort, des fossoyeurs, avec l'image tout s'en va. Vous avez l'engagement de Ruy Blas, dont je rappelle que Victor Hugo, dans la préface, dit qu'il est le peuple, donc l'engagement du peuple qui est mis en valeur par la personnification de l'Espagne. Et l'Espagne devient alors une belle à défendre, agonisante. Vous avez ici un motif qui est lié à la chevalerie et je dirais même un motif emprunté au roman de chevalerie. Le peuple ici se transforme en un chevalier au cœur noble qui vient défendre la belle agonisante. Vous avez aussi une présentation tout à fait pathétique du peuple, des peines supportées, des charges qui pèsent sur lui. Et puis, ce qui nous intéresse peut-être le plus, c'est que Ruy Blas ici, donc le peuple, se fait extrêmement menaçant. Soyez flétris, donc ici vous avez évidemment l'injonction avec l'impératif, vous avez toute une série d'apostrophes ironiques, conseillers vertueux, ministres intègres notamment, et tout cela nous laisse imaginer que, effectivement, dans l'esprit de Victor Hugo, le peuple va se lever contre ces dirigeants qui n'assurent plus leur travail. Quand on s'intéresse un petit peu à la façon dont Victor Hugo va être perçu par ceux qui vont le suivre, on constate que ce qui va être retenu de Victor Hugo, c'est
cet engagement, cette volonté de réveil du peuple. Alors, je vous mets une citation de Baudelaire qui écrit, la citation ne veut pas s'afficher, ça y est. Quand on se figure ce qu'était la poésie française avant que Victor Hugo apparût et quel rajeunissement elle a suivi depuis qu'il est venu, quand on imagine ce peu qu'elle eût été s'il n'était pas venu, combien de sentiments mystérieux et profonds qui ont été exprimés seraient restés muets, combien d'intelligence il a accouché, combien d'hommes qui ont rayonné par lui seraient restés obscurs, il est impossible de ne pas le considérer comme un des esprits rares et providentiels qui opèrent dans l'ordre littéraire le salut de tous. J'ai placé en gras la phrase, enfin la portion de phrase qui m'intéresse particulièrement. Combien d'hommes qui ont rayonné par lui et qui seraient restés obscurs. Ce à quoi fait référence évidemment Baudelaire ici, ce sont ces petits que Victor Hugo a portés à la scène en leur offrant finalement une représentation sociale qu'ils n'avaient pas ou qu'ils avaient peu. Donc on a ici effectivement un auteur, Baudelaire, un grand auteur, qui salue la volonté qu'a eue Victor Hugo de défendre le peuple, mais aussi de lui donner la parole. Et tout va dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on pense et quand on parle de Victor Hugo, ce qui vient en premier lieu, ce sont évidemment ses œuvres abolitionnistes qui se battent contre la peine de mort. Je pense aux derniers jours d'un condamné à mort ou à Claude Gueux. Je pense évidemment au discours abolitionniste qu'il tient devant l'Assemblée. Et puis, bien sûr, à toutes ces œuvres qui prennent position en faveur des petits, la plus connue étant bien sûr Les Misérables. Pourtant, et nous attaquons la deuxième partie de ce cours, qui va permettre d'alimenter la dissertation que je vous offre à la fin, tout le monde n'est pas d'accord avec cette chose-là. Et un opposant, c'est ce monsieur que vous reconnaissez peut-être, j'espère, il est reconnaissable entre mille. Ce monsieur, c'est Émile Zola. Émile Zola va considérer tout au contraire que la façon de faire de Victor Hugo est un danger au point de vue social. Et je vous mets une copie de ce qu'il écrit après avoir vu la représentation de Ruy Blas. C'est un peu long, on va le lire ensemble et on revient dessus après. Les nations honorent leurs grands hommes. Elles se montrent surtout reconnaissantes pour les écrivains illustres qui laissent des monuments impérissables dans la langue. Homère et Virgile sont restés debout sur les ruines de la Grèce et de Rome. C'est ainsi que le monument poétique de Victor Hugo sera indestructible et que notre siècle doit avoir l'orgueil de cette construction superbe qui fixera la langue française et la portera aux siècles les plus reculés. À ce titre, nous ne saurions que trop acclamer le poète. Il est grand parmi les plus grands. Il a été un rhétoricien admirable et il demeurera le roi indiscuté des poètes lyriques. Mais il faut ensuite distinguer. À côté de la forme, du rythme des mots, à côté du monument de pure linguistique, il y a la philosophie de l'œuvre. Elle peut apporter la vérité ou l'erreur. Elle est le produit d'une méthode et devient fatalement une force qui pousse le siècle en avant ou le ramène en arrière. Si j'applaudis Victor Hugo comme poète, je le discute comme penseur, comme éducateur. Non seulement sa philosophie me paraît obscure, contradictoire, faite de sentiments et non de vérité, mais encore je la trouve dangereuse, d'une détestable influence sur la génération, conduisant la jeunesse à tous les mensonges du lyrisme, aux détraquements cérébraux de l'exaltation romantique. Le plus singulier, c'est que Victor Hugo a eu la prétention de cacher un symbole sous le lyrisme de Ruy Blas. Il faut lire la préface et voir comment, dans l'esprit de l'auteur, ce laquais amoureux d'une reine personnifie le peuple tendant vers la liberté, tandis que Don Salluste et Don César représentent la noblesse d'une monarchie agonisante. On sait combien les symboles sont complaisants, on en met où l'on veut, et on leur fait signifier ce qu'on veut. Seulement, celui-ci, en vérité, se moque par trop du monde. Voyez-vous le peuple dans Ruy Blas, dans ce laquais de fantaisie qui a été au collège, qui rimait des odes avant de porter la livrée, qui n'a jamais touché un outil, et qui, au lieu d'apprendre un métier, se chauffe au soleil et tombe amoureux des duchesses et des reines. Ruy Blas est un bohème, un déclassé, un inutile, il n'a jamais été le peuple.
D'ailleurs, admettons un instant qu'il soit le peuple et examinons comment il se comporte. Tâchons de savoir où il va. Ici, tous détraquent. Le peuple, poussé par la noblesse, a aimé une reine. Le peuple devenu grand ministre et perdant son temps à faire des discours. Le peuple tuant la noblesse et s'empoisonnant ensuite. Quel est ce galimatia? Que devient le fameux symbole? Si le peuple se tue sottement, sans cause aucune, après avoir supprimé la noblesse, la société est finie. J'arrive à un second point. Ruy Blas, dit-on, est un envolement vers l'idéal. De là toutes sortes de précieux effets. Il agrandit les âmes, il pousse aux belles actions, il rafraîchit, et réconforte. Qu'importe si ce n'est qu'un mensonge. Il nous enlève à notre vie vulgaire et nous mène sur les sommets. On respire loin des œuvres immondes du naturalisme. Nous touchons ici le point le plus délicat de la querelle. Sans le traiter encore à fond, voyons donc ce que Ruy Blas contient de vertu et d'honneur. Il faut d'abord écarter Don Salluste et Don César. Le premier est Satan, comme dit Victor Hugo, quant au second, malgré son respect chevaleresque de la femme, il montre une moralité douteuse. Passons à la reine. Cette reine se conduit fort mal en prenant un amant. Je sais bien qu'elle s'ennuie et que son mari a le tort de beaucoup chasser, mais en vérité, si toutes les femmes qui s'ennuient prenaient des amants, ça ferait pousser des adultères dans chaque famille. Enfin, voilà Ruy Blas. Et celui-là n'est qu'un chevalier d'industrie qui, dans la vie réelle, passerait en cour d'assises. Et quoi? Ce laquais a accepté la reine des mains de Don Salluste. Il consent à entrer dans cette tromperie, qui devrait paraître au spectateur d'autant plus lâche que Don César le gueux, l'ami des voleurs, vient de la flétrir dans 2 superbes tirades. Il fait plus, il vole un nom qui n'est pas le sien. Puis il porte ce nom pendant 1 an, il trompe une reine, une cour entière, tout un peuple et ses vilainies. Il s'en rend coupable pour consommer un adultère. Et il comprend si bien la traîtrise, l'ordure de sa conduite, qu'il finit par s'empoisonner. Mais cet homme n'est qu'un débauché et un filou. Mon âme ne s'agrandit pas du tout en sa compagnie. Je dirais même que mon âme s'emplit de dégoût, car je vais, malgré moi, au-delà des vers du poète. Dès que je veux rétablir les faits, je me rends compte de ce qu'il ne montre pas. Je vois alors ce laquais dans les bras de cette reine. Et cela n'est pas propre. Au fond, Ruy Blas n'est qu'une monstrueuse aventure qui sent le boudoir et la cuisine. Victor Hugo, a beau emporter son drame dans le bleu du lyrisme, la réalité qui se trouve par-dessous est infâme. Malgré le coup d'aile des vers, les faits s'imposent. Cette histoire n'est pas seulement folle, elle est ordurière, elle ne pousse pas aux belles actions, puisque les personnages ne commettent que des saletés ou des gredineries. Elle ne rafraîchit pas et ne réconforte pas, puisqu'elle commence dans la boue et finit dans le sang. Tels sont les faits. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Baudelaire condamne sans concession non pas le poète Victor Hugo, qu'il admire, qu'il salue, qu'il acclame, dit-il, comme un des plus grands poètes, mais il condamne la façon dont Victor Hugo entend éveiller le peuple, supposant qu'il va aboutir tout au contraire à se détourner du peuple, puisque le peuple qu'il met en scène, ce Ruy Blas, n'est pas crédible, d'une part, que, effectivement, le peuple ne s'exprime pas tout à fait comme Ruy Blas, n'est pas capable de gérer un pays quand on lui offre du jour au lendemain, et que donc cette vision sublimée, déréalisée du peuple, finalement va avoir tendance à produire l'effet inverse de celui qu'escompte sans doute Hugo. On va admirer celui qui parle bien, pas celui qui est sale ou celui qui est effectivement un homme du peuple, les outils à la main, pour reprendre une métaphore de Baudelaire. Et puis, dans un deuxième temps, Baudelaire reproche finalement à la pièce, de mettre en scène des actions qui ne sont pas vertueuses et qui donc donnent une image du peuple qui n'est pas une image qui va emporter l'âme. Et il suppose donc, Baudelaire, que dans le peuple que Victor Hugo entend éveiller, il y a des âmes vertueuses qui ne trouveraient pas moralement acceptable cette histoire entre une reine mariée et un laquais. Je ne vais pas plus loin. Je vous laisserai revoir peut-être à tête reposée cette lettre de Baudelaire qui est un monument de beauté, presque autant qu'un de ses poèmes, et de drôlerie aussi. Je vous renvoie à la fameuse phrase qui se demande si toutes les femmes qui s'ennuient avec leur mari devaient prendre un amant, alors chaque famille aurait son adultère.
En attendant, je vous propose une dissertation, mais une vraie dissertation de grand, c'est-à-dire pas une dissertation de terminale L, puisque maintenant c'en est joué, les dés sont jetés. Vous n'êtes plus presque des terminales L, vous êtes bientôt des étudiants, donc une dissertation de grand, avec un vrai sujet très difficile. C'est une citation de Baudelaire. Victor Hugo a beau emporter son drame dans le bleu du lyrisme, la réalité qui se trouve par-dessous est infâme. Dans quelle mesure cette affirmation de Zola éclaire-t-elle votre lecture de Ruy Blas? Et vous faites comme les grands, c'est-à-dire que vous gardez les deux membres de la citation, à la fois l'idée du lyrisme qui est associée à l'autre membre de la phrase, c'est-à-dire la réalité infâme. Dans chacun de vos axes, on doit retrouver ces deux idées. Je vous laisse tricoter ça comme bon vous semble, comme vous pouvez. Je vous laisse un petit peu plus longtemps que d'ordinaire pour le faire parce que c'est éminemment difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre la correction en ligne à 11h. Et d'ici là, évidemment, vous déposez dans les commentaires du blog les 3 grands axes et pourquoi pas les arguments que vous développeriez à l'intérieur de chaque axe. Je vous laisse travailler, vous avez 40 minutes devant vous. Ce n'est pas une mince affaire, mais je sais que vous êtes capable de faire ça. Et je vous retrouve donc à 11h.